L'idée que le temps apaise, tout est une promesse à laquelle beaucoup de gens s'accrochent. Atteindre 80 ans est souvent perçu comme une forme d'arrivée, un moment où les tensions se dissipent, où les combats s'éloignent et où l'existence trouve enfin une forme de calme. Dans l'imaginaire collectif, cet âge évoque le ralentissement, le recul, parfois même une certaine sérénité construite après des décennies d'expérience. Pourtant, lorsque l'on observe de près le parcours de Dave, cette vision rassurante ne correspond pas vraiment à la réalité. Sa vie ne ressemble pas à une ligne droite qui se termine dans le silence. Elle s'apparente davantage à une succession de ruptures, de transitions et de contradictions qui ne se sont jamais totalement résolues. Derrière l'image publique, celle d'un chanteur à la voix immédiatement reconnaissable, associée à des mélodies romantiques et à des souvenirs partagés par plusieurs générations, se cache une histoire beaucoup plus complexe. Une histoire dans laquelle les moments de succès n'ont jamais complètement effacé les zones d'ombre, ni les choix difficiles, ni les tensions invisibles. Plus on s'approche de cette trajectoire, plus il devient difficile de faire coïncider ce que le public croyait connaître avec ce qui a réellement été vécu. Et c'est précisément dans cet écart que réside l'essentiel. Car une carrière ne se résume pas à ses succès visibles. Elle est aussi faite de périodes oubliées, de décisions prises dans l'incertitude, de renoncements silencieux et de réalités personnelles qui ne peuvent pas toujours être montrées. Dans le cas de Dave, cette dimension cachée n'est pas secondaire. Elle est centrale. Elle explique non seulement la manière dont il a construit son parcours, mais aussi la façon dont il a traversé les différentes phases de sa vie, du début incertain jusqu'à cette étape où le regard qu'il porte sur lui-même semble avoir changé. Avant même que son nom ne devienne familier, avant que ses chansons ne soient diffusées en boucle, quelque chose s'était déjà fissuré dans sa vie. Et cette fracture initiale n'a pas simplement été un épisode parmi d'autres. Elle a influencé sa manière de comprendre les relations, les attachements et même la stabilité. Elle a introduit une forme de distance qui, avec le temps, s'est transformée en un mode de fonctionnement. Lorsqu'un équilibre se brise, certains cherchent à le reconstruire. D'autres choisissent de s'en éloigner. Dans son cas, cette seconde option semble s'être imposée très tôt. Ce qui rend son parcours particulièrement singulier, c'est que cette logique ne s'est pas limitée à sa vie personnelle. Elle s'est prolongée dans sa manière d'aborder sa carrière, ses choix artistiques et même sa relation au succès. Là où certains construisent progressivement leur ascension, en s'appuyant sur des repères stables et des validations successives, lui a avancé dans un environnement où rien ne garantissait que ses efforts aboutiraient. Pendant longtemps, rien ne fonctionnait réellement. Et pourtant, il a continué. Lorsque la reconnaissance est finalement arrivée, elle n'a pas pris la forme d'une progression naturelle. Elle est apparue presque brusquement, comme si elle ne correspondait pas au parcours qui l'avait précédé. Et c'est là qu'une autre contradiction s'installe. Car devenir visible ne signifie pas nécessairement se reconnaître dans l'image que l'on renvoie. Le succès peut imposer une identité qui ne correspond pas entièrement à la réalité intérieure. Et dans son cas, cette tension entre l'image publique et la vie privée n'a jamais complètement disparu. Au fil des années, cette dualité s'est même accentuée. D'un côté, une carrière marquée par des chansons populaires, accessibles, conçues pour toucher un large public. De l'autre, une réalité personnelle plus discrète, parfois dissimulée, qui ne pouvait pas être exposée sans risque à une époque où certaines vérités restaient difficiles à assumer publiquement. Cette coexistence de deux dimensions, l'une visible et l'autre cachée, a façonné une grande partie de son existence. Mais une vie ne reste jamais figée. Les contextes changent, les attentes évoluent et les certitudes se transforment. Ce qui était impossible à dire à une époque devient parfois acceptable plus tard. Ce qui semblait essentiel peut perdre de son importance. Et ce qui était invisible peut finir par apparaître. Dans ce mouvement, Dave n'a pas simplement traversé les transformations de l'industrie musicale. Il a aussi dû s'adapter à des changements plus personnels, plus profonds, qui ont modifié sa manière de se percevoir lui-même. Aujourd'hui, à 80 ans, ce n'est pas seulement son parcours artistique qui attire l'attention, mais aussi la manière dont il regarde l'ensemble de sa vie. Il ne s'agit plus de construire ou de prouver quelque chose, mais de comprendre. Comprendre ce qui a compté, ce qui a changé, ce qui reste lorsque les années ont fait leur travail. Et dans cette réflexion, certaines questions deviennent inévitables. Qu'est-ce qui définit réellement une vie? Est-ce le succès visible, celui que les autres retiennent, ou bien les expériences plus discrètes, celles qui transforment en profondeur sans toujours être perçues de l'extérieur? Ce questionnement donne une autre dimension à son histoire. Il ne s'agit plus simplement de raconter une carrière, mais d'explorer une trajectoire humaine dans toute sa complexité. Une trajectoire où les moments de lumière coexistent avec des zones d'ombre, où les choix ne sont jamais totalement simples et où les conséquences ne disparaissent pas avec le temps. Et c'est précisément ce que nous allons examiner. Non pas une version simplifiée ou idéalisée, mais un parcours dans lequel chaque étape apporte une nouvelle compréhension.
Depuis les premières fissures jusqu'aux réflexions les plus récentes, en passant par les années d'incertitude, les succès inattendus et les transformations imposées par le temps. Parce qu'au fond, ce qui rend cette histoire captivante, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais la manière dont tout cela s'est enchaîné. Et surtout, ce que cela révèle sur la façon dont une vie peut évoluer sans jamais suivre le chemin que l'on aurait imaginé au départ. Une rupture fondatrice, la famille qui n'a pas survécu à la vérité. Bien avant que le nom de Dave ne résonne dans les radios et ne s'inscrive dans la mémoire collective, son histoire commence dans un cadre qui semblait, en apparence, parfaitement stable. Né sous le nom de Wouter Otto Levenbach dans un environnement calme aux abords d'Amsterdam, il grandit dans une famille qui donnait tous les signes d'un équilibre solide. Son père, professeur d'anglais, incarnait une forme de rigueur et de respectabilité, tandis que sa mère, ancienne danseuse classique, apportait une sensibilité artistique et une structure quotidienne qui renforçait cette impression d'harmonie. Vu de l'extérieur, rien ne laissait présager une fragilité. Il n'y avait pas de conflit visible, pas de tensions évidentes, pas de signaux annonciateurs d'un déséquilibre. Tout semblait fonctionner selon un ordre établi, presque rassurant. Et c'est précisément ce qui rend la suite encore plus marquante. Car lorsque quelque chose se brise dans un environnement qui paraît stable, l'impact est souvent plus profond que dans une situation déjà instable. Cette rupture ne survient pas sous la forme d'un événement spectaculaire. Il n'y a pas de scène dramatique, pas d'explosion soudaine, pas de confrontation directe. Au contraire, tout commence de manière presque anodine, dans un moment du quotidien. À l'âge de 16 ans, alors qu'il cherche simplement une ampoule pour réparer sa moto, il tombe par hasard sur une série de lettres. Ce qu'il découvre à ce moment-là n'est pas ambigu. Il ne s'agit pas d'un doute ou d'une interprétation possible. Il s'agit d'une correspondance explicite entre son père et la femme de ménage, dont le contenu ne laisse aucune place à l'incertitude. Ce moment marque une bascule silencieuse. Il n'y a pas encore de conséquences visibles, mais quelque chose change immédiatement dans sa perception. À cet instant précis, il n'est plus seulement un adolescent vivant dans une famille stable. Il devient le dépositaire d'un secret qui remet en question tout ce qu'il pensait connaître. Et ce qui rend cette situation encore plus complexe, c'est la manière dont il choisit d'y réagir. Plutôt que de provoquer une confrontation ou d'exprimer une colère immédiate, il pose un acte simple mais lourd de sens. Il prend les lettres et les dépose sur le bureau de son père. Ce geste, en apparence discret, révèle déjà une forme de maturité mais aussi une incompréhension profonde. Il ne sait pas exactement comment gérer ce qu'il vient de découvrir, mais il refuse de l'ignorer. Il place la responsabilité là où elle doit être, sans chercher à contrôler ce qui va suivre. La réaction de son père est tout aussi révélatrice. Il n'y a pas d'explication détaillée, pas de justification, pas de tentative de dialogue. Il y a simplement une demande, presque froide, ne rien dire à sa mère. Cette réponse ne résout rien. Elle déplace simplement le problème en transformant un secret découvert en un secret apporté. Et pendant un certain temps, il accepte ce rôle. Ce silence devient alors une présence constante. Il continue de vivre dans une maison qui, en apparence, fonctionne normalement. Les interactions quotidiennes restent les mêmes, les habitudes ne changent pas, rien ne semble différent pour un observateur extérieur. Pourtant, intérieurement, tout a déjà basculé. Il sait que ce qu'il voit n'est plus la réalité complète. Il sait que l'équilibre qu'il percevait était en partie une illusion. Mais ce type de secret ne peut pas rester enfoui indéfiniment. Et lorsqu'il finit par éclater, il ne le fait pas de manière progressive ou contrôlée. Le moment où tout devient irréversible est décrit de façon étonnamment simple, presque dépouillée. Il entend sa mère crier. Pas une dispute classique, pas une montée de tension progressive, mais un cri qui marque la confirmation de ce qui était déjà en train de se produire en silence. À cet instant, le secret cesse d'exister en tant que tel. Il n'appartient plus à une seule personne. Il devient une réalité partagée, impossible à ignorer ou à contenir. Et avec cette révélation, la structure familiale qui semblait solide disparaît presque instantanément. Il descend pour soutenir sa mère, mais il est déjà trop tard pour préserver ce qui existait auparavant. Ce qui rend cette expérience particulièrement déterminante, ce n'est pas uniquement la séparation qui suit, c'est la transformation intérieure qu'elle provoque. À partir de ce moment, l'idée de stabilité change complètement de sens. Ce qui paraissait durable se révèle fragile. Ce qui semblait acquis peut disparaître sans avertissement. Et cette prise de conscience ne reste pas limitée à cette situation précise. Lorsqu'un événement de ce type survient à l'adolescence, il ne modifie pas seulement le présent. Il influence la manière dont toutes les relations futures seront perçues. La confiance, l'attachement, la notion de permanence deviennent des concepts moins évidents, moins fiables. Et dans son cas, cette expérience semble avoir installé un mécanisme particulier face aux ruptures.
2 ans plus tard, à l'âge de 18 ans, il prend une décision qui s'inscrit directement dans cette continuité. Il quitte le foyer familial. Mais il ne s'agit pas d'un départ progressif ou temporaire. Il n'y a pas de plan structuré, pas d'idée de retour, pas de transition organisée. Il demande à son père une somme d'argent importante, puis part en cyclomoteur en direction de l'Italie. Ce choix n'est pas seulement un déplacement géographique. Il représente une manière de répondre à la rupture initiale. Plutôt que de tenter de reconstruire ou de rester dans un environnement devenu instable, il choisit de s'en éloigner complètement. Et ce détail est essentiel, car il marque le début d'un schéma qui se répétera par la suite. Face à une situation brisée, il ne cherche pas à réparer. Il part. Ce comportement ne se limite pas à cet épisode familial. Il devient une logique qui influencera ses décisions futures, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa carrière. Chaque fois qu'un équilibre disparaît, la solution n'est pas de le restaurer, mais de créer une distance. Ce mécanisme peut être interprété de différentes manières. Il peut être vu comme une forme de protection, une manière d'éviter de revivre une douleur similaire. Il peut aussi être perçu comme une incapacité à rester dans une situation incertaine ou conflictuelle. Mais quelle que soit l'interprétation, il devient une constante. Et c'est précisément cette constante qui donne un sens particulier à la suite de son parcours. Car lorsque l'on observe ses choix ultérieurs, ses déplacements, ses transitions professionnelles, ses relations, on retrouve cette même logique à l'œuvre. Rien n'est jamais totalement figé. Rien n'est définitivement acquis. Et lorsque quelque chose cesse de fonctionner, la réponse n'est pas la confrontation, mais le mouvement. L'incertitude prolongée, des années sans direction ni résultat. Lorsque Dave quitte définitivement le foyer familial à l'âge de 18 ans, il ne se dirige pas vers une carrière clairement définie. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer avec le recul, il ne part pas avec une vision précise de son avenir ni avec une stratégie construite pour atteindre un objectif artistique. Il entre plutôt dans une période marquée par l'incertitude, une phase où chaque décision semble dictée par les circonstances plus que par un plan réfléchi. Et cette période ne dure pas quelques mois ou une année. Elle s'étend sur plusieurs années, sans véritable progression visible. On résume souvent ce type de parcours avec une expression simple, celle de l'artiste en difficulté. Mais dans son cas, cette formule est réductrice. Elle laisse penser qu'il existait déjà une trajectoire ascendante, même lente, alors que la réalité est différente. Pendant longtemps, rien ne semble fonctionner. Il ne s'agit pas d'un succès modeste ou d'une reconnaissance limitée. Il s'agit d'une absence totale de résultats. Et c'est cette absence qui définit réellement cette phase de sa vie. Après avoir quitté les Pays-Bas, il traverse plusieurs régions d'Europe sans véritable point d'ancrage. Ce déplacement constant n'est pas motivé par une opportunité précise, mais plutôt par une recherche diffuse, une tentative de trouver un espace où quelque chose pourrait enfin se produire. Finalement, il arrive en France au milieu des années 60. Mais là encore, son arrivée ne correspond pas à celle d'un artiste prometteur prêt à être découvert. Il arrive comme quelqu'un qui doit d'abord subvenir à ses besoins les plus immédiats. À Paris, son point de départ n'a rien de glamour. Il ne signe pas de contrat, il ne monte pas sur scène dans des salles reconnues, il n'enregistre pas en studio. Il se retrouve dans les rues du quartier latin, guitare à la main, chantant pour les passants. Cette image peut sembler romantique avec le recul, mais dans les faits, elle correspond à une réalité beaucoup plus simple, celle de la survie. Il chante pour obtenir quelques pièces, pour pouvoir manger, pour pouvoir continuer le lendemain. Ce contexte change complètement la perception de son parcours. Il ne s'agit pas d'un choix artistique délibéré visant à construire une identité. Il s'agit d'une adaptation à une situation précaire. Il reprend des chansons connues, s'installe dans des cafés, sur des terrasses, dans des espaces où il peut capter un minimum d'attention. Et malgré ses efforts, rien ne garantit que cela mènera à quelque chose de plus stable. À un moment donné, une opportunité indirecte se présente sous la forme d'un conseil. On lui suggère de quitter Paris pour se rendre à Saint-Tropez, un lieu fréquenté par des touristes disposant de moyens financiers plus importants. L'idée est simple, plus de visibilité, plus d'argent potentiel et peut-être une chance accrue de se faire remarquer. Fidèle à son mode de fonctionnement, il ne reste pas immobile. Il repart. À Saint-Tropez, la situation évolue légèrement, mais sans transformation majeure. Il ne se produit toujours pas dans des cadres structurés. Il chante dans des restaurants, se déplace de table en table, tente de capter l'attention de clients de passage. Là encore, ce n'est pas une carrière au sens classique du terme. C'est une tentative continue de transformer chaque interaction en opportunité, même si la plupart n'aboutissent à rien de concret. Ce qui rend cette période particulièrement marquante, c'est sa durée. Les efforts s'accumulent,
Les déplacements se multiplient, les tentatives se succèdent, mais aucun résultat significatif ne vient valider ce qu'il fait. Et pourtant, il continue. Cette persévérance ne repose pas sur des signes encourageants, mais sur une forme de nécessité. Il n'a pas d'alternative clairement définie, et donc il avance jour après jour. Avant même son installation en France, il avait déjà tenté une première approche de l'industrie musicale. À un âge encore jeune, il enregistre un premier disque à Londres sous le nom de Dave Rich. Cette tentative pourrait être interprétée comme un point de départ prometteur. Mais en réalité, elle ne produit aucun effet. Le disque est publié uniquement aux Pays-Bas et passe complètement inaperçu. Il ne génère ni reconnaissance, ni opportunité, ni continuité. Cet épisode est révélateur, car il montre que même lorsqu'il parvient à entrer dans le circuit professionnel, cela ne garantit rien. L'industrie ne lui ouvre pas ses portes de manière progressive. Elle reste fermée, ou du moins indifférente. Et cette indifférence va se prolonger bien au-delà de cette première tentative. Après son installation en France, il finit par obtenir un contrat avec une maison de disques. Dans un parcours classique, ce moment représente souvent un tournant décisif. Il marque le début d'une visibilité, d'une reconnaissance, d'une progression. Mais dans son cas, cette étape ne produit pas l'effet attendu. Au contraire, elle ouvre une période qui sera largement oubliée par la suite. Pendant 6 années consécutives, il enregistre et publie plusieurs disques, et aucun ne rencontre de succès. Il est important de comprendre la nature de cet échec. Il ne s'agit pas de résultats décevants ou en dessous des attentes. Il s'agit d'une absence totale d'impact. Les disques ne se vendent pas. Ils ne génèrent pas d'intérêt. Ils existent brièvement, puis disparaissent. Cette situation est particulièrement difficile à interpréter, car elle va à l'encontre de l'idée que l'on se fait habituellement du succès. On imagine souvent que les artistes qui finissent par réussir ont montré des signes précoces de leur potentiel, même à petite échelle. Dans son cas, ces signes sont inexistants. Rien ne laisse présager que ces efforts finiront par aboutir. Et pourtant, malgré cette accumulation d'échecs, il ne s'arrête pas. Il continue à chercher des opportunités, à se produire dans des lieux variés, à rencontrer des personnes liées au milieu musical. Progressivement, il s'intègre à un réseau, établit des contacts, se rapproche de figures influentes. Ce travail n'est pas immédiatement visible, mais il crée des conditions qui pourraient, à terme, ouvrir une porte. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Eddie Barclay, un producteur reconnu pour avoir accompagné de nombreux artistes vers le succès. Cette rencontre est souvent présentée comme un moment clé, et elle l'est effectivement. Mais il est important de ne pas en exagérer l'impact immédiat. Elle ne transforme pas sa situation du jour au lendemain. Elle ne garantit pas non plus un résultat. Elle représente simplement une possibilité supplémentaire. Une chance d'être mieux positionné, d'accéder à des ressources différentes, de bénéficier d'une expérience plus solide. Le basculement inattendu, quand le succès arrive sans prévenir. Après des années marquées par l'incertitude, les tentatives sans résultat et une absence presque totale de reconnaissance, le moment où tout bascule dans la vie de Dave ne ressemble en rien à une progression logique. Il n'y a pas de montée graduelle, pas de série de petits succès d'annonciateurs, pas de signe clair indiquant que les efforts fournis allaient enfin être récompensés. Au contraire, la transition entre l'échec prolongé et la visibilité soudaine et brutale, presque déroutante. À ce stade de son parcours, il n'est plus un débutant. Il a déjà accumulé de l'expérience, traversé des périodes difficiles, enregistré des disques qui n'ont rencontré aucun écho et tenté de se faire une place dans un milieu qui ne lui a offert que très peu d'ouverture concrète. Ce détail est essentiel, car il modifie complètement la manière dont le succès va être vécu. Il ne s'agit pas d'une découverte émerveillée, mais d'un changement qui survient après une longue période de doute. Le premier élément qui amorce ce basculement n'est pas une création totalement originale, ni une rupture artistique radicale. Il s'agit d'une adaptation française d'une chanson ayant déjà fait ses preuves à l'étranger. Ce choix peut sembler stratégique avec le recul, mais dans le contexte, il s'inscrit davantage dans une logique d'opportunité. Après des années à essayer sans succès d'imposer une identité propre, il s'oriente vers quelque chose de plus accessible, plus en phase avec ce que le public est déjà prêt à accepter. Ce repositionnement ne repose pas sur une volonté de révolutionner son image, mais sur une adaptation à un environnement qui lui avait jusque-là résisté. Et cette fois, contrairement aux tentatives précédentes, la réponse du public commence à évoluer. Il ne s'agit pas encore d'un triomphe, mais d'un premier signal indiquant que quelque chose peut fonctionner. Puis vient le moment décisif. La sortie de la chanson Vanina marque une rupture nette avec tout ce qui a précédé. Ce titre ne représente pas simplement un succès supplémentaire. Il transforme complètement sa trajectoire.
Le disque dépasse le million d'exemplaires vendus, un résultat qui le propulse immédiatement au premier plan de la scène musicale. En très peu de temps, il passe d'un artiste ignoré à une figure omniprésente. La différence est radicale. Là où ses précédentes chansons disparaissaient sans laisser de traces, Vanina s'impose partout. Les radios la diffusent en boucle, le public l'identifie instantanément, et son nom devient familier. Ce changement ne se fait pas progressivement. Il est immédiat, presque disproportionné par rapport à ce qui l'a précédé. Ce type de basculement crée une situation particulière, car lorsque le succès arrive sans transition, il peut être difficile de l'intégrer pleinement. Il ne s'inscrit pas dans une continuité rassurante. Il donne plutôt l'impression d'un décalage, comme si la reconnaissance ne correspondait pas exactement au parcours qui l'a précédé. Et pourtant, ce premier succès ne reste pas isolé. Il est rapidement suivi par d'autres titres qui viennent consolider cette nouvelle position. Des chansons comme Mon cœur est malade, Danser maintenant ou encore Du côté de chez Swan s'inscrivent dans la même dynamique. Elles ne sont pas conçues comme des expérimentations artistiques, mais comme des morceaux capables de marquer les esprits, de s'ancrer dans la mémoire collective. Ces titres partagent une caractéristique commune, leur accessibilité. Les mélodies sont simples, efficaces, immédiatement reconnaissables. Elles s'adressent à un large public, sans chercher à complexifier leur structure. Et c'est précisément cette simplicité qui explique leur longévité. Des décennies plus tard, elles restent identifiables dès les premières notes. Mais c'est à ce moment-là qu'une nouvelle forme de tension apparaît. Car si le public adopte rapidement cette image d'un chanteur populaire parfaitement en phase avec les attentes de son époque, lui-même ne se reconnaît pas totalement dans cette définition. Il n'a pas construit son parcours avec l'objectif de devenir une figure grand public. Il n'a pas cherché à incarner un rôle précis. L'étiquette qui lui est attribuée à cette période, celle de chanteur destiné à un public jeune et féminin, s'impose presque indépendamment de sa volonté. Elle correspond à une perception extérieure, à une manière de catégoriser son succès. Mais elle ne reflète pas nécessairement la complexité de son identité artistique, ni de son parcours. Cette dissociation entre l'image publique et la perception personnelle crée une forme de décalage. D'un côté, il bénéficie d'une visibilité importante, d'une reconnaissance massive, d'un succès que beaucoup d'artistes cherchent sans jamais l'atteindre. De l'autre, il se retrouve associé à une image qui ne correspond pas entièrement à ce qu'il pense être. Et cette contradiction ne se limite pas à sa carrière. Elle s'étend également à sa vie personnelle. Car au moment même où il devient une figure publique largement exposée, une partie essentielle de son existence reste invisible. Sa relation avec Patrick Loiseau, qui joue un rôle déterminant dans sa carrière en tant qu'auteur, ne peut pas être révélée ouvertement. À cette époque, le contexte social ne permet pas une telle transparence sans risque. Révéler cette réalité pourrait compromettre sa position, fragiliser l'image construite autour de lui et potentiellement affecter sa relation avec le public. Il choisit donc de maintenir une séparation entre ces deux dimensions de sa vie. Cette situation crée une double réalité. D'un côté, les chansons qu'il interprète parlent d'amour, d'émotion, de relations. Elles touchent le public précisément parce qu'elles semblent sincères et accessibles. De l'autre, la réalité qui nourrit ces émotions reste dissimulée. Elle ne peut pas être exprimée publiquement. Pour maintenir cette cohérence apparente, il adopte une posture conforme aux attentes de l'époque. Il participe à des mises en scène médiatiques qui suggèrent une vie sentimentale plus conventionnelle. Ce choix n'est pas nécessairement motivé par une volonté de tromper, mais par une nécessité de s'adapter à un environnement qui impose certaines normes. Ce décalage entre ce qui est montré et ce qui est vécu renforce la complexité de cette période. Le succès ne se limite pas à une reconnaissance artistique. Il implique aussi une gestion constante de l'image, une adaptation aux attentes, une navigation entre ce qui peut être dit et ce qui doit rester caché. Le glissement discret, quand le succès s'éloigne sans disparaître. Après avoir atteint une visibilité importante et enchaîné plusieurs succès qui l'ont installé durablement dans le paysage musical, Dave entre dans une phase beaucoup plus difficile à définir. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, il n'y a pas de rupture brutale, pas de moment précis où tout s'arrête. Il n'existe pas de point clair à partir duquel on pourrait dire que sa carrière bascule dans l'échec. Ce qui se produit est plus subtil, presque imperceptible au départ, un glissement progressif. Ce type de transition est souvent plus complexe à vivre qu'un effondrement soudain. Lorsqu'une carrière s'interrompt brutalement, la rupture est visible, identifiable. Elle impose une réaction. Mais lorsqu'elle s'érode lentement, sans événement déclencheur évident, il devient plus difficile de comprendre ce qui change réellement. Et c'est exactement ce qui se passe dans son cas. L'environnement musical évolue rapidement à la fin des années 70. L'arrivée du disco transforme profondément les goûts du public, introduisant des rythmes différents, une énergie nouvelle, une manière distincte de consommer la musique. Parallèlement,
L'essor des radios libres modifie la circulation des titres, favorisant une diversité accrue mais aussi une compétition plus intense pour capter l'attention. Dans ce nouveau contexte, les chansons qui avaient fait le succès de Dave, basées sur des mélodies romantiques et accessibles, perdent progressivement leur place centrale. Cela ne signifie pas qu'elles disparaissent ou qu'elles deviennent obsolètes, mais elles ne correspondent plus à ce que le marché met en avant à ce moment précis. Les conséquences de ce changement sont visibles, mais pas spectaculaires. Il continue à enregistrer, à produire, à sortir de nouveaux titres. L'activité ne s'arrête pas. Pourtant, l'impact n'est plus le même. Les chansons ne trouvent plus leur public avec la même facilité. Elles ne bénéficient plus de la même diffusion. Elles existent, mais sans créer l'écho qu'elles auraient généré quelques années plus tôt. Cette situation crée une forme de décalage. D'un côté, il reste un artiste actif, engagé dans son travail, continuant à produire du contenu. De l'autre, la visibilité qui accompagnait cette activité diminue progressivement. Et ce décalage est difficile à appréhender car il ne repose pas sur un manque d'effort ou de qualité, mais sur une transformation du contexte. Il décrira plus tard cette période avec une expression particulière, un « très joli désert ». Cette formule peut sembler presque poétique, mais elle reflète une réalité bien précise. Il ne s'agit pas d'un vide total, mais d'un espace où l'activité continue sans reconnaissance équivalente. Un espace où l'on avance sans retrouver la même résonance. Ce type de situation place un artiste dans une position intermédiaire. Il n'est plus au sommet, mais il n'est pas non plus absent. Il continue d'exister dans le paysage, mais de manière moins centrale. Et cette position demande une adaptation différente de celle nécessaire pour atteindre le succès. Plutôt que de tenter de reproduire exactement ce qui avait fonctionné auparavant, il opère un déplacement stratégique, même s'il n'est pas formulé comme tel à l'époque. Il recentre son activité sur la scène. Car si les tendances radiophoniques évoluent, le public qui a grandi avec ses chansons, lui, ne disparaît pas. Et au fond, cette histoire pose une vraie question. Est-ce qu'une vie se résume à ces moments de gloire ou à tout ce qui se passe quand les projecteurs s'éteignent? Le parcours de Dave montre une chose assez claire. Le succès, ça va, ça vient. Mais ce sont les épreuves, les choix et les transformations qui marquent vraiment une vie. Si cette histoire t'a fait réfléchir, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, pense à liker la vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires.